Qu'est-ce que la modalité? La musique modale est une musique qui a recours aux échelles modales. On parle alors de musique modale. La modalité s'oppose à la tonalité qui utilise exclusivement les modes majeurs et mineurs. Toutes les notes peuvent être le point de départ d'un mode. Chaque mode contient 5 tons et 2 demi-tons. Dans chaque mode, les demi-tons sont placés entre des degrés différents, mais existent toujours entre mi-fa et si-do. Le mode de Do, appelé ionien, est devenu le modèle des gammes majeures. La musique modale utilise les modes grecs anciens. Ces modes sont utilisés pour composer en modal. Chacun de ces modes peut se transposer sur n'importe quelle note, ce qui donne théoriquement 12 transpositions, les 12 demi-tons du système tempéré de la division de l'octave, multipliés par le nombre de modes, ce qui donne beaucoup de possibilités. Et encore, je ne compte pas les modes en harmonique, puisque Do dièse majeur sonne comme Ré bémol majeur, mais la grammaire musicale est différente. Et c'est bien ce qui va conduire à un renouveau de l'écriture musicale au XXe siècle, tant sur le plan mélodique que harmonique. Alors sur cette diapositive, vous avez les différents modes qui ont donc été ramenés sur la même note de départ, c'est-à-dire le Do ici. Et afin de bien mesurer finalement ce qui les distingue les uns des autres. Donc on voit le mode ionien, c'est celui qui ne comporte aucune altération, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Le mode dorien, lui, va être caractérisé par sa tierce mineure et sa septième mineure. Le mode phrygien sera caractérisé par son deuxième degré abaissé, là, le bémol 2, la tierce mineure, la sixte mineure et la septième mineure. Le mode lydien, lui, sa caractéristique, c'est la quarte augmentée, c'est le quatrième degré qui est un petit peu plus haut. Le mixolydien, ça va être le septième degré qui sera bémolisé, c'est-à-dire une septième mineure. Le mode éolien se caractérise par sa sixte mineure et sa septième mineure. Et enfin, le mode locrien, lui, se caractérise par de nombreuses altérations. Finalement, quasiment toutes les notes sont altérées, bémol 2, bémol 3, bémol 5, bémol 6, bémol 7. D'ailleurs, on la surnomme, en tout cas les musiciens de jazz parlent de gamme altérée. Et c'est une gamme qu'on utilise beaucoup sur la corde dominante en jazz, et qui donne une couleur très riche, voire quelque chose d'assez assez en dehors de la tonalité justement, pour avoir un jeu qu'on appellerait out. Il faut comprendre que la modalité a été théorisée par les Grecs, mais c'est une réalité bien différente de la modalité moderne apparue au XIXe siècle. En effet, cette modalité des Grecs a été reprise par les théoriciens de la musique médiévale, mais avec un imbroglio, une confusion terminologique. Par exemple, le mode de Ré grec, appelé phrygien, est devenu le dorien au Moyen Âge. Toute la musique médiévale, le Moyen Âge est une période longue de 1000 ans, qui va de l'an 500 à l'an 1500 environ, toute cette musique médiévale est une musique modale. Alors c'est une modalité que l'on appelle scalaire, c'est-à-dire linéaire, parce qu'elle s'applique uniquement au mélos, c'est-à-dire à la mélodie. La notion d'harmonie, la superposition des sons, la verticalité, étant totalement étrangère au Moyen Âge, et quand bien même on a inventé la polyphonie, la pensée compositionnelle fut toujours linéaire. Il existait alors un ethos des modes, c'est-à-dire une manière d'être de chaque mode. Chaque mode était propre à exprimer un caractère particulier. Le chant grégorien est le plus vaste répertoire chanté du Moyen Âge et il utilise la modalité, et en fonction du texte religieux qui était chanté, on avait une préférence pour un des modes, le plus approprié. Cette modalité a disparu avec la fin du Moyen Âge. Pour simplifier, disons que le mode gagnant fut le ionien, c'est-à-dire le mode de Do, qui donnera la future gamme majeure. Les mélodies des troubadours employaient de plus en plus fréquemment ce mode, et la musique religieuse suivra cette destinée également. La fin du Moyen Âge et l'arrivée de la Renaissance musicale au XVIe siècle
Avec l'essor de la polyphonie franco-flamande, qui fait la transition esthétique et stylistique, va voir se théoriser la notion d'harmonie, c'est-à-dire la superposition des sons et du coup des accords. De là naîtra la science de l'harmonie, science de l'enchaînement des accords et des gammes majeures et mineures. C'est alors l'épopée de la musique tonale qui débute. Cette musique tonale trouve ses grands théoriciens et musiciens durant l'époque baroque, qui est une époque charnière, qui va fixer et figer les règles de la musique jusqu'à nos jours, enfin presque, puisque la musique tonale est encore celle que l'on utilise aujourd'hui dans de nombreuses musiques. Mais cette musique tonale n'est plus exclusive, alors qu'elle le fut jusqu'au XIXe siècle, à l'époque romantique. En effet, au XIXe siècle, le système tonal arrive un peu à bout de souffle. Je vous conseille de consulter ma capsule vidéo sur la tonalité qui explique ceci. Et cela va de pair avec la redécouverte des musiques anciennes, la naissance de la musicologie, la découverte des cultures extra-européennes. Bref, un monde qui s'accélère, qui s'industrialise et qui se mondialise. Ainsi, les compositeurs romantiques vont redécouvrir le chant grégorien et sa modalité, mais par le prisme du système tonal, c'est-à-dire de l'harmonie, les accords et leurs enchaînements, qui était alors la norme depuis le début du baroque. Ainsi naîtra une modalité qu'on appelle harmonique, qui reprend la modalité scalaire, mais la développe aux accords et leurs enchaînements. De nombreux théoriciens vont laisser des traités sur comment accompagner le chant grégorien pendant les offices, comment harmoniser les modes ecclésiastiques. Pour les curieux, allez voir les travaux de l'école Niedermeyer qui visent à enseigner l'harmonisation des mélodies grégoriennes. Pendant ce même temps, la découverte des cultures extra-européennes, par le biais des expositions universelles qui sont de grandes expositions publiques tenues régulièrement à travers le monde depuis le milieu du XIXe siècle, cette découverte des cultures extra-européennes a permis aux musiciens de connaître d'autres systèmes musicaux que le système occidental. C'est alors l'occasion de la découverte des modes pentatoniques asiatiques, la gamme chinoise, la gamme japonaise, mais aussi la musique indonésienne et le gamelan, et aussi la musique indienne et ses ragas, ou encore la musique orientale arabe et ses makams. Alors à côté de ces découvertes, le système tonal continue de se développer à l'extrême de ce qu'il est capable de produire dans des musiques très chromatiques, où les tensions sont constantes, les accords très riches, les modulations permanentes et les mélodies souvent interminables. Je vous réfère pour cela à la mélodie continue qui a été prônée par Wagner, mais aussi par Franz Liszt. Le système tonal va tout naturellement se disloquer et donnera naissance à l'atonalité, que l'école de Vienne en Allemagne va pratiquer et théoriser pour en faire un système de composition. Il s'agit de la musique dodécaphonique, puis plus tard la musique sérielle, avec des compositeurs comme Arnold Schoenberg, Berg et Webern. On peut faire un net parallèle entre cette évolution de la musique savante avec la musique de jazz qui suit à peu près le même développement. Des débuts du jazz jusqu'aux années 1955, le jazz est tonal et l'utilisation de la tonalité sera de plus en plus poussée et riche, notamment avec le bebop qui l'amènera à son apogée avec beaucoup de notes altérées, des grilles d'accords complexes, mais qui le conduira aussi à sa perte. En effet, 1960 marquera une rupture avec l'apparition du free jazz, qui se voudra être un jazz libéré de toute contrainte, c'est-à-dire des contraintes harmoniques, mélodiques et rythmiques. Du point de vue du langage musical, on pourrait comparer le free jazz à la musique de l'école de Vienne du début du XXe siècle, qui prônait justement l'atonalité. Mais parallèlement à cette rupture tonalité-atonalité, on voit apparaître une nouvelle issue pour le jazz avec l'utilisation des modes. C'est le jazz modal. Ce n'est pas vraiment un style de jazz à proprement parler, mais plutôt une évolution du langage musical qui se fait sentir à la fin de la décennie 1950. Le bebop a été une école, le jazz modal n'en est pas une. Il faut y voir une évolution du langage musical, et le jazz modal va irriguer tous les styles par la suite. Le grand musicien ayant défendu cette évolution, et bien d'autres d'ailleurs, est le trompettiste Miles Davis. Une œuvre est particulièrement représentative de ce jazz modal, il s'agit de Flamenco Sketches. C'est une œuvre majeure qui ouvre la voie au jazz modal.
Le postulat de départ vient d'une phrase de Miles Davis qui dit, je cite, « On peut tirer davantage de la ligne musicale ». Donc en gros, c'est le primat de l'invention mélodique. Je vous conseille d'ailleurs de voir ma vidéo sur Flamenco Sketches, le lien est dans la description de cette vidéo. Après l'enregistrement en 1958 de l'album Milestones, premier pas sur la voie de la modalité dans l'improvisation, le sextet dirigé par Miles Davis grave l'album Kind of Blue en mars et avril 1959 pour la firme Columbia. Il y laisse son tube interplanétaire qui s'appelle So What et qui est l'emblème du jazz modal. En fait, tout le morceau est basé sur 2 accords, Ré mineur et Mi bémol mineur, et un unique mode, le dorien, c'est-à-dire le mode de Ré. Pour expliquer la naissance du jazz modal, je vais vous citer Miles Davis dans son autobiographie. Donc il dit « La musique modale, c'est 7 notes à partir de chaque gamme, chaque note. Une gamme par note, une mineure. Le compositeur-arrangeur George Russell avait coutume de dire qu'en musique modale, le Do se trouve là où le Fa devrait être. Que tout le piano commence à Fa. Ce que j'avais appris, c'était que quand on jouait en modal, on pouvait continuer à l'infini. Inutile de se soucier des grilles ou des trucs comme ça. On peut tirer davantage de la ligne musicale. Quand on travaille de façon modale, le défi, c'est de voir quelle inventivité on peut avoir alors sur le plan mélodique. Ce n'est pas comme quand on s'appuie sur des accords, quand on sait au bout de 32 mesures que les accords sont terminés, qu'il n'y a rien d'autre à faire qu'à se répéter avec des variantes. Je m'écartais de ce système, j'allais vers des approches plus mélodiques et l'approche modale me semblait plus riche de possibilités. » Fin de citation. Donc finalement, dans cet album Kind of Blue, s'y trouve systématisé pour la première fois à l'échelle d'un disque entier l'abandon de l'improvisation sur des accords successifs, reliés par les règles de l'harmonie fonctionnelle. L'harmonisation maintient de longues plages de 4, 8 ou 16 mesures sur le même accord. Les accords sont moins nombreux et ils ne s'enchaînent plus selon les principes d'attraction de l'harmonie par des degrés hiérarchisés, mais ils génèrent des échelles mélodiques agissant comme colorations successives des différentes périodes. On nomme improvisation modale en jazz cette exploration horizontale d'échelles fondée sur la stabilité et non sur le mouvement. Voilà, pour terminer ce tour d'horizon, je voulais comparer donc la musique tonale avec la musique modale finalement. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'harmonie tonale, elle est fonctionnelle et elle utilise les accords dans des relations hiérarchisées avec des mouvements obligés selon les règles de l'harmonie classique. Par exemple, l'accord de dominante est très instable parce qu'il contient le triton, c'est un intervalle dissonant et instable qui appelle à une résolution, généralement vers la tonique. Ce triton est formé par la tierce de l'accord et la septième. Alors il est porté en fait par l'accord de dominante, le 5e degré. Alors si on est en Do, l'accord du 5e degré c'est Sol, Si, Ré, Fa. Et donc la tierce étant le Si et la septième étant le Fa. Donc ce triton, Si, Fa, est très dissonant, très instable. Et donc il appelle à une résolution vers Do, Mi. C'est-à-dire que le Si va monter au Do et le Fa va descendre au Mi. La musique modale, quant à elle, n'a pas cette harmonie fonctionnelle, elle a plus une harmonie décorative, où chaque accord existe comme une entité à part entière, et il n'y a pas ces attractions vers une tonique, il n'y a pas de résolution nécessaire, et en tout cas on fait tout pour éviter cette chose-là. On utilisera davantage dans la musique modale des accords qui sont pas seulement basé sur des empilements de tierces, mais sur des superpositions de quartes, ce qui sonnera encore plus modal. C'est l'harmonie quartale en fait. Et donc cette harmonie modale, elle est plus ambiguë et plus vague que l'harmonie tonale. Mais elle donne aussi au soliste beaucoup de liberté et de choix dans son improvisation par exemple. Voilà, vous trouverez donc d'autres informations sur cette diapositive en espérant que cela a été assez clair, voilà, parce que ce sont quand même 2 concepts très compliqués à expliquer et on pourrait y passer beaucoup de temps. Merci de m'avoir suivi en tout cas.